merci d'être restés, pour les plus courageux qui ne sont pas encore trop fatigués. Donc juste, voilà, je passe la parole à Daniela Fest, qui est chercheuse. Alors maintenant, tu as changé de... qui travaille sur les communs, qui a fait un gros numéro, par exemple, de la revue Tracé sur le mouvement des biens communs en Italie, que je vous recommande, où il y a beaucoup de choses intéressantes, et donc qui travaille sur ces questions-là, et qui a comme maintenant, tu as une affectation universitaire aux États-Unis, c'est ça? Voilà. Et il y aura un temps de discussion par Jean-Louis Laville, qui est professeur au CNAM, et qui a fait beaucoup de travaux à la fois sur l'économie sociale et solidaire, sur les questions de participation et sur le socialisme. Et donc, voilà, qui pourra remettre en perspective cette question des communs et de la place qu'elle prend aujourd'hui dans les mouvements politiques. Daniela, donc, essaye de tenir à 40 minutes pour... voilà, merci. Alors, merci d'abord pour cette invitation. Je rentre tout de suite dans la discussion pour ne pas allonger trop mon temps de parole. Je voulais juste vous dire un peu comment je vais organiser ma communication. Est-ce que ça marche? Non. Deux fois? OK. Et donc, je vais commencer avec un cadre un peu théorique sur l'évolution de la notion des communs. Donc les différentes définitions et approches communs, et je crois qu'après plus que 20 ans de renouvellement de questionnement sur les communs, maintenant on est en mesure de systématiser les différentes approches. Et donc, je vais consacrer 20 minutes de ma communication sur un cadrage un peu conceptuel sur les communs. Suite à ça, je vous proposerai de se concentrer sur les éléments constitutifs des communs, donc de rentrer plus particulièrement sur la question des communs urbains et dans l'ensemble des suggestions qu'on peut en tirer de ce mouvement des communs en Italie, je me concentrerai sur une partie spécifique, c'est-à-dire comment les pratiques et la théorie des communs a produit un changement de l'action politique et une transformation à niveau aussi institutionnel. J'essayerai de montrer un peu la circulation des savoirs, et des concepts, comment c'est mis en place et comment réaliser donc des institutions et des dispositifs juridiques pour gouverner les communs à l'échelle, au moins à l'échelle municipale. Donc, on commence. Je vous propose de rentrer dans la question des différents approches communs en mode navigation. Et donc, le départ sont les CPRS. Donc, cet acronyme est un acronyme qui à la base, définit les Common Pool Resources, mais qui peut aussi être utilisé pour définir les Common Property Regimes. Et donc, cette ambiguïté, le fait que les études de Elinor Ostrom, qui a été quand même la doyenne des études sur les communs, sont basées sur des ressources particulières, a déterminé pas mal d'ambiguïté aussi sur la notion des communs. Elinor Ostrom, en fait, aussi bien que Hardin, donc avec son article, le fameux article sur la tragédie des communs, tous les deux, ils analysent des ressources particulières qui définissent comme des ressources qui sont non excludables et rivales. Non excludables, donc on peut difficilement... non. Les économistes, ils parlent de non excludables, mais excluables, il y a plusieurs notions. Mais c'est difficile d'exclure l'usage de ces ressources, mais la notion plus intéressante, c'est la rivalité. Donc, Elinor Ostrom considérait, et dans ses études de terrain, des ressources dont l'usage
la valeur est diminuée par l'usage, c'est-à-dire si quelqu'un les utilise, la valeur pour les autres sera diminuée. Ça, c'est l'approche initiale aux common pool resources, donc une approche économique qui rentrait dans les objets de l'économie classique et dans les définitions de Samuelson sur les biens. Mais ce que je vais mettre en évidence, c'est que cette notion initiale a été assez vite dépassée parce que finalement, Elinor Ostrom même considère que ces objets d'étude étaient des objets très particuliers, des pêcheries, des pâturages, des ressources d'échelle très restreinte au début, avec des communautés définies. Et donc, elle-même, elle considère que son modèle de Common Pool Resources s'appliquait à des objets assez particuliers qui finalement ne constituent pas actuellement le paradigme des communs. Bien évidemment, on est débiteur vis-à-vis de la production d'Elinor Ostrom qui finalement ouvre une troisième voie, ni publique ni privée. Elle le dit bien, qu'elle démontre aussi en s'appuyant beaucoup sur les études de Paolo Grossi sur les propriétés collectives et les usages collectifs. Elle démontre qu'on n'a pas besoin que l'usage commun d'une ressource n'est pas forcément tragique, comme Martin l'avait dit, mais qu'on peut mettre en place une gouvernance basée sur des principes. Elle identifie 8 principes en particulier, et mettre en place donc une gouvernance durable et viable dans l'usage collectif de certaines ressources. Donc, le fait de légitimer une troisième voie, ni publique ni privée, mais collective, est certainement un des contributions majeures de la pensée d'Elinor Ostrom, mais et donc avec une marginalisation de l'individualisme propriétaire, aussi bien public que privé, mais ces common pool resources ne sont pas le paradigme des communs. Il y a ensuite des approches qui essaient d'élargir donc le champ de l'investigation et qui, à côté des common property regimes, ces régimes de propriété collective, donc viables et durables, mais quand même localisés et d'échelle très restreinte, d'autres visions, donc Carol Rose qui s'occupe des infrastructures et Bankler qui s'occupe beaucoup des open access resources, démontrent que il y a d'autres façons d'aborder les communs. Donc des communs qui sont soit pour leur propre caractère voué à un usage public. Carol Rose, elle examine beaucoup des infrastructures, donc les autoroutes, les voies navigables, les places, etc., qui seront donc des biens intrinsèquement voués à une utilisation collective parce qu'il y a des bénéfices, des effets de réseau bénéfiques dus à une grande utilisation. Et Bankler, qui analyse par contre les communs de la connaissance, les communs numériques, estime qu'il y a des biens qui, pour leurs caractéristiques intrinsèques et pour les fonctions qui ont dans l'usage collectif, ne demandent pas un règlement ni public ni privé. Donc, on voit ici des ressources qui ne sont pas rivales, donc la connaissance, les autoroutes peuvent être utilisées sans diminuer la valeur pour les autres, qui peuvent être considérés donc tout à fait des communs, et Ostrom revient là-dessus dans le même sens quand il s'occupe de la connaissance. Et donc on dépasse l'idée que pour avoir un commun, il faut avoir une ressource rivale et une collectivité définie, localisée et organisée. Donc on voit déjà le champ de l'investigation qui s'ouvre. Ensuite, et là je vous parlerai aussi plus tard de la question des biens communs en Italie, on voit émerger une autre notion, surtout en Italie, mais aussi la question après est débattue à niveau européen, et un peu en parallèle avec le mouvement des communs numériques, aussi dans les biens communs en Italie, on voit bien un mouvement de réaction à
ce qu'on appelle le second movement enclosure, qui attaque d'un côté les ressources de la connaissance, de l'information, les données, et sur le côté matériel, les services publics, le patrimoine, qui est de plus en plus privatisé. Dans tous les cas, le mouvement des biens communs en Italie, il se développe exactement à partir de cette dépossession et cette privatisation systématique. En Italie, pendant toutes les années 90 et jusqu'à les années 2000, on voit plusieurs vagues de privatisation des services publics, du patrimoine public, et aussi bien à niveau étatique qu'à niveau local. Et donc, en réponse à cette privatisation, une commission ministérielle se met en place, est mis en place par le gouvernement Prodi, et élabore un projet de loi, le premier qui envisage, à côté des biens publics et des biens privés, des biens communs. Comment ils sont caractérisés, ces biens communs? Bien évidemment, dans l'élaboration de cette commission ministérielle, il y a une liste d'objets plutôt classiques, donc les eaux, les glaciers, les parcs naturels, le paysage, le patrimoine culturel, mais ce qui est plus intéressant, c'est une définition ouverte qui est présentée à la fin de cette liste, donc non exhaustive. Et donc, les communs seront des choses qui expriment des utilités fonctionnelles par l'exercice des droits fondamentaux, ainsi que pour le libre développement de la personne. Ça, c'est la définition proposée par la commission Rodotà. Il faut bien dire que cette proposition de loi élaborée par cette commission n'a pas été discutée ni approuvée en Italie, mais elle a eu une énorme diffusion. Elle a engendré un grand consensus et un grand débat public au sein de l'espace public italien. Elle a engendré aussi un ensemble de mouvements, dont le mouvement pour le référendum d'initiative populaire contre la privatisation de l'eau et des services publics. Elle a été aussi transposée dans le droit positif italien par la Cour de cassation, donc la Cour suprême italienne, dans ses sections réunies, donc dans une arène importante juridique. Et la Cour de cassation, elle fait référence à la définition de la commission Rodotà, et elle considère que ces biens ne sont donc ni publics ni privés, et même s'il y a une titularité publique ou privée, ils doivent se consacrer à l'utilisation collective et au développement de toute la communauté. Donc, dans la définition des biens communs, je vais juste souligner ça, on n'identifie pas des communs parce qu'ils sont gérés ou gouvernés de façon collective. Mais on considère des biens communs parce qu'ils sont affectés à la collectivité, ils sont fonctionnels à la réalisation des libertés et du développement de la personne, et donc pour ça on les définit communs et on les protège du marché. Donc la définition, elle change au cours des années. On passe des objets plutôt économiques à des objets plutôt juridique et politique, parce qu'il s'agit de refaire la distinction entre les biens privés, les biens publics et les biens destinés à un usage et à une fruition collective. Donc on passe des choses d'une approche orientée sur les choses et sur leur caractère à une approche orientée aux fonctions que certaines choses accomplissent au sein d'une société. Et l'accès et l'usage collectif devient aussi donc, et comme on avait vu déjà auparavant dans tout le débat sur les communs de la connaissance et de l'information et les communs numériques, c'est l'accès et l'usage collectif qui définit un bien en tant que commun. Les formes de gestion, les formes de gouvernement peuvent être variées. Donc, un bien commun qui est voué à l'accès à l'usage collectif pourra être géré selon un registre, un protocole public, éventuellement privé, mais ce qui doit être garanti, c'est l'accès et l'usage collectif. Et donc, grâce à l'élaboration de l'Inno-Rostrum, on dit qu'il y a aussi une gouvernance, on utilise ce mot, on va dire plutôt un mode de gouvernement collectif, peuvent être durables et viables.
tout cela se complique quand l'approche au commun, elle passe sous un registre plutôt des tendances politiques. Un premier tournant se réalise quand on commence à parler de commoning, donc de l'activité des mises en commun. Donc Linebaugh, 2008, commence à déplacer l'attention vers l'activité intensivement relationnelles qui peuvent investir des ressources et les rendre communs. Et donc, l'analyse des communs, elle glisse vers une analyse de l'action collective. Ce qui fait perdre beaucoup de spécificités au commun, mais qui donne beaucoup plus de généralité à ce concept, qui permet donc d'analyser plusieurs registres d'action collective sur l'angle des communs. Bien évidemment, nous avons l'élaboration de Arte et Negri en 2009 avec leur ouvrage Commonwealth. Et là, on voit apparaître l'idée du commun, donc au singulier, comme liée à la coopération sociale, comme une puissance comme la puissance et la forme même de la production. La métropole devient l'espace privilégié pour cette forme de production, parce que la phase du capitalisme que les auteurs désignent comme capitalisme cognitif, on est donc dans la phase de la production de la connaissance, de l'économie de la connaissance, de la production de l'information, de la communication et des données. Il dépasse les limites de l'usine, qui avait d'ailleurs constitué le lieu privilégié de l'analyse post-opéraïste auparavant, et il déborde sur la ville comme lieu de production des connaissances. Donc le lien entre les nouvelles formes de production et l'espace urbain est posé de façon directe déjà par Negri et Arte. On a ensuite, encore au singulier, les analyses de Dardot et Laval qui identifient le commun, encore une fois au singulier, comme principe politique sur lesquels les gens revendiquent et développent des différentes formes des communs. Donc, le commun est l'activité, une praxis de faire ensemble, de mettre des choses, des ressources, des énergies, des activités en commun et de créer des institutions sociales alternatives au néolibéralisme. Selon la théorie de l'imagination créatrice de Castoriadis, qui est citée à plusieurs reprises par les auteurs, et pour éviter aussi le piège de la cristallisation, ces institutions communes sont appelées à rester en tension avec les pratiques dans une sorte de processus continu de co-institution. Pour terminer sur cette approche au commun comme tendance politique, Silvia Federici, dans plusieurs ouvrages, identifie à côté des communs naturels, donc déjà explorés par Ostrom et d'autres, et les communs de la connaissance, un troisième type de commun, le travail de reproduction et de caring, de prendre soin dans les relations entre humains et humains non humains. C'est un travail qui est normalement réalisé par les femmes, mais pas uniquement. Et dans son perspective écoféministe, on renouvelle la critique de l'économie politique dans son perspective d'écologie politique, et on considère que les communs naturels, culturels et sociaux, donc cette activité de production et de prendre soin, soient les fondamentaux de la production et de la reproduction sociale. Donc, nous avons une pluralité d'approches communs qui, bien évidemment, met en évidence des angles particuliers de la notion de commun, mais qui s'accumulent aussi dans le temps, ce qu'on peut considérer comme accumulation finale, c'est un dépassement d'un essentialisme initial, les communs en tant que ressources avec des caractères essentiels qui leur sont propres. On passe des choses aux fonctions que ces choses peuvent accomplir au sein d'une société. On met au centre l'accès et l'usage collectif comme éléments qu'il faut garantir quand on parle des communs. Et on se concentre sur la construction des institutions collectives, beaucoup à travers un renouvellement de la réflexion sur le droit, comme mode de gouvernement qui ne sont ni publics et ni privés. Donc ça, c'est pour partager un peu de
de vocabulaire et aussi des concepts mobilisés autour des communs. Hop. Avant de passer plus particulièrement à l'analyse sur les communs urbains et le mouvement des communs urbains, surtout en Italie, je voudrais vous proposer de rentrer dans la définition des communs plutôt par une approche non essentialiste et fondée sur les éléments constitutifs des communs. Donc les communs, et je vous ai mis de façon volontaire des icônes plutôt standards, s'articuleraient autour d'une ressource, une communauté et une pratique et un ensemble de règles pour partager l'usage d'une chose, d'un lieu ou d'une activité. Les trois éléments sont des éléments problématiques. Quand j'ai commencé à travailler sur cette notion, d'emblée, il me semblait que même les trois éléments constitutifs sur lesquels il y avait une unanimité d'approche sont pourtant plutôt problématiques. La ressource, quand on parle des ressources, ou très souvent des biens, d'emblée, on est dans l'imaginaire soit très économique de la ressource qui doit maximiser l'utilité individuelle, soit on est dans la notion de bien qui juridiquement est quelque chose qu'on doit approprier, donc on renvoie à une idée de propriété individuelle et exclusive. Et donc cela est plutôt réducteur de la notion de commun, donc de plus en plus on insiste sur l'idée d'une ressource qui peut être matérielle ou immatérielle, qui peut aussi être une activité, un ensemble de ressources, un ensemble d'activités qu'on met en commun. La notion de communauté, on le sait très bien dans les sciences sociales, est une notion problématique, surtout dans l'imaginaire de l'Europe continentale. Quand on parle de communauté, on renvoie directement au risque de fragmentation, de communautarisme, d'enfermement. Ce n'est pas le cas dans la culture anglo-saxonne et encore moins dans la culture américaine, mais c'est très fort et très problématisé la notion de communauté au sein des sciences sociales. Donc, on commence plutôt, et aussi beaucoup grâce à l'élaboration sur les communs de la connaissance, sur les communs numériques, à élargir la notion de communauté. On parle de plusieurs communautés, des communautés diffuses, des communautés ouvertes, etc. Et enfin, très souvent, quand on parle des pratiques et des règles d'usage et d'accès, très souvent, soit on utilise la notion en anglais de governance, et bien évidemment, encore une fois, dans la culture continentale, il s'agit d'un jargon très proche des sciences managériales, ou d'une approche économique et managériale aux choses. Donc, gouvernance à l'anglais nous semblait un terme un peu réducteur. Ou d'autre part, on parlait d'autogestion. Aussi, la notion d'autogestion, elle semblait plutôt réductrice. Elle faisait appel, elle renvoyait à tout l'imaginaire des squats et des occupations des années 70 et 80 en Italie, mais aussi en Europe en général, avec une vision d'un groupe politique très déterminé, très défini, qui donc occupait un espace dans le but de mettre en place une autogestion pour avoir un espace pour produire ses propres activités politiques. Question tout à fait légitime, mais qui n'y correspondait pas à la notion des communs. Donc, on peut garder cette approche par les éléments constitutifs des communs si on considère qu'on puisse problématiser ces notions, surtout la notion de communauté. Quand on parle de communauté dans les communs, bien évidemment, il s'agit d'un élément constitutif parce qu'on a une pluralité de sujets qui accèdent et qui utilisent une ressource ou qui met en commun des ressources matérielles ou immatérielles, mais cette communauté ne doit pas forcément être une communauté localisée, restreinte et définie. Et pour rentrer dans la question des communs urbains en Italie, l'émergence de cette notion se fait dans les années de la crise.
le contexte, c'est une spéculation, privatisation croissante des services et du patrimoine qui est mise en place par des vagues successives de décrets qui imposent une privatisation progressive des biens du domaine public à l'échelle nationale, beaucoup à l'échelle décentralisée des collectivités territoriales. On a plusieurs étapes. Je vous signale juste la mise en place au 2002 même d'une société par action appelée Patrimoine de l'État SPA, qui avait comme objectif primaire de vendre la plupart des domaines du patrimoine public italien. Et dans ce patrimoine de l'État, il y avait énormément de biens patrimoniaux, de biens culturels, de biens classés, etc. Donc, il y a jusqu'au décret Ronchi 2009, plus connu, qui mettait en place une privatisation systématique de toutes les sociétés qui géraient des services publics, qui devaient donc passer à se constituer en société par action et avoir une composition au moins de 40% de capital privé à leur propre intérieur. Donc, une privatisation non pas ponctuelle et résiduelle, mais une privatisation systématique et horizontale de tout service public. Ça déterminait une vague d'indignation très importante qui traverse de façon transversale la société italienne et qui détermine l'émergence d'un véritable mouvement des biens communs qui fait beaucoup de choses, mais en particulier, il y a un référendum d'initiative populaire contre la privatisation de l'eau et des services publics qui est mis en place, donc signature, élaboration des questions référendaires et grand succès du référendum, aussi bien par la mobilisation qui dépasse les fragmentations politiques et qui voit un véritable engagement général des mouvements, des associations, de la société civile, des intellectuels pour éviter la privatisation de l'eau. Et de notre côté, une autre facette de ce mouvement est l'occupation d'espaces urbains. Il y a un mouvement qui s'est mis en place à partir d'avril 2011, donc en pleine campagne référendaire, et après la victoire du référendum pour l'eau, donc avec une participation massive et une victoire massive de votes contre la privatisation de l'eau. 27 millions d'Italiens disent non à la privatisation de l'eau. Et dans cette période, on voit une occupation générique. Je vous ai mis une carte qui est incomplète. C'était la première carte qu'on avait organisée avec les premiers lieux qui sont occupés partout en Italie. Là, il y a 8, mais on arrivera à 14 espaces urbains occupés. Et le premier, c'est le Cinema Palazzo à Rome, un lieu privé qui devait devenir un casino. Très vite, le Théâtre Valle de Rome, un théâtre du XVIIe siècle magnifique qui est occupé par un collectif extrêmement large. Ensuite, l'Asilo Filangeri, il y a des collègues qui ont étudié de près cette expérience, qui ont participé, qui sont actifs au sein de cette expérience. Donc, je les invite à prendre la parole éventuellement dans la discussion. Et d'autres jusqu'à l'occupation d'un gratte-ciel à Milan. Et je vous ai mis des photos qui ne sont pas de grande qualité, mais c'est pour vous montrer déjà l'échelle de cette occupation. Il ne s'agit pas des petits groupuscules politiques qui occupent des espaces, mais il y a des centaines et des centaines de gens qui font irruption dans l'espace public, dans l'espace urbain, physiquement, pour s'en approprier, pour le revendiquer, mais aussi qui prend la parole, qui décide de prendre la parole dans ce moment de privatisation générale des services et du patrimoine italien. Donc ça, c'est un peu le contexte à l'intérieur duquel on voit évoluer la notion de commun urbain en Italie. Donc, quelques éléments de définition. Comme il dit Harvey dans le prolongement de son travail sur le droit à la ville, les communs ne doivent pas être interprétés comme un type particulier de choses ou de biens, mais comme une relation sociale instable et malléable entre un groupe social particulier et les aspects de son environnement social et ou physique, existants ou à créer, qui sont jugés cruciaux pour sa vie et ses moyens de subsistance. Donc,
là, on a totalement dépassé l'essentialisme initial. On ne s'occupe plus d'une ressource en particulier, mais on met en évidence une relation cruciale que les communautés identifient vers des lieux, dans le cas italien, mais aussi des ressources, des connaissances, et il les considère cruciales pour son propre développement, un peu dans le même schéma de la définition des biens communs par la commission Rodotà. Donc il y a cet lien de dépendance directe d'une communauté, de son développement, de son épanouissement par rapport à une ressource, à l'accès à une ressource. La distinction entre biens publics, privés et collectifs n'est jamais prédéterminée, mais est le résultat d'un procès délibératif, donc d'une représentation, d'un conflit, d'une négociation menée au sein d'une société, il disait Mary Douglas. Et en fait, je vous ai mis cette citation parce que ce processus est aussi un processus historicisé, et le moment historique en Italie, dans le moment de cette privatisation transversale, on était dans le gouvernement Berlusconi, dans le moment de la finance créative, où vraiment, via la privatisation du patrimoine public, on veut financer des grands travaux publics comme le pont, etc., le pont sur les Trois de Messine et tout ça. Donc, les communs ne sont pas des ressources rivales, mais ils présentent une valeur croissante produite par l'intensité et l'utilisation des citoyens. Bien évidemment, il y a des conflits d'intérêts parmi les différents usagers, mais qui dépendent plutôt de la répartition sociale et spatiale des valeurs collectives et des biens urbains, et non de l'excès d'utilisation ou du parasitisme, le free riding, inhérent à la ressource. Je vous passe un peu ça pour vous mettre en évidence que au sein du mouvement des biens communs, une attention prioritaire est faite sur l'usage du droit. Je ne vous parlerai pas ici de l'usage des espaces qui sont investis dans des pratiques horizontales, avec un appel à des acteurs différents, à des langages et à des registres d'action différents, mais je vous parle d'une facette particulière de ce mouvement. Donc, le débat sur les communs renouvelle le questionnement sur l'arme du droit et sur la relation entre droit et combat politique. Il ne s'agit pas ici de ce qui a été appelé de la juridicisation de la politique ou de l'usage du droit dans le cadre de la désobéissance civile, donc une action en justice pour mettre en contradiction les institutions, mais il s'agit plutôt d'utiliser le droit dans son caractère de revendication, donc utiliser le droit pour revendiquer une distribution de ressources économiques et sociales différentes, et d'utiliser aussi le droit dans son caractère performatif. Le droit permet de nommer des choses en tant que commun, et donc de faire descendre des régimes de cette nomination, de cette identification des ressources en tant que communes. Donc, et en plus, le commun est beaucoup mobilisé comme outil pour le passage entre l'instituant, donc les mouvements et l'action collective qui veut se faire institution, et l'instituer. Cet passage se fait à travers des règles, à travers des normes, qui peuvent être des normes uniquement sociales, mais c'est quand même l'appareillage du droit qui est mis en question. Qu'est-ce qui a été produit sur la transformation des outils juridiques à l'échelle municipale? Plusieurs choses. Je vous parle ici de 3 choses très brièvement. Le cas de l'asile de Naples, un lieu qui est c'est un ex-couvent qui remonte pour une partie considérable de l'immeuble au XVIe siècle. C'est un immeuble classé, placé au centre de la ville de Naples, qui est occupé par un collectif qui fait partie donc de ce network national de mouvements des biens communs. Et
l'occupation s'est faite dans le cadre du mandat de Luigi De Magistris, qui a été élu en dehors des partis politiques principaux en Italie, donc avec une liste civique autonome, qui fait sa campagne électorale autour des biens communs, qui appelle comme adjoint des grands acteurs du mouvement des biens communs, donc Ugo Mattei et Lucarelli, qui avaient fait partie de la commission Rodotà, qui avaient rédigé les questions du référendum. Donc, on est vraiment dans le cœur de ce discours, de ce concept. Et cette occupation s'est faite aussi grâce à ce mouvement national, supporté de ce mouvement national et un réseau local avec des espaces occupés dans Naples. Très vite, l'occupation échange les statuts et l'engage en relation conflictuelle, dialectique avec les institutions locales qui, par contre, sont plutôt favorables à faire évoluer les régimes et les statuts des lieux dans le prisme des communs. Et donc, une première délibération de la ville de Naples reconnaît que l'ex-exilio Filangeri est un bien commun et le destine à l'usage civique par une communauté informelle, donc qui n'est pas structurée en forme associative ou en personne morale. Et cette communauté est la communauté des travailleurs et des travailleuses de l'immatériel, donc les artistes, des artistes, les travailleurs de l'art, de le spectacle, beaucoup de précaires de la recherche. C'est ça le groupe qui ne rentre pas dans une formalisation juridique, qui reste comme une communauté ouverte et informelle. Le lieu, il deviendra donc, à travers cette délibération, un lieu de production artistique, d'études, de recherche, d'élaboration critique et culturelle. La délibération reconnaît donc cet usage par cette communauté non structurelle qui veut rester large et ouverte, mais renvoie un cahier des charges élaboré de manière participative. Et en fait, au sein de l'asilo Filangeri, il y aura tout un processus qui durera 3 ans, pour un processus participatif pour écrire les règles d'usage et d'engagement de cet espace. Et à la fin des 3 années, la déclaration de droit civique d'usage, uso civico on dit en italien, est enregistrée dans son acte administratif de la ville de Naples. Donc, il est reconnu. Donc, on est passé du statut de l'occupation à un statut reconnu, mais ce n'est pas une délégation. Je vous fais cette différence parce que ce type d'usage d'espace public pourrait rappeler des pratiques qui sont de plus en plus courantes. Par exemple, si on pense au jardin collectif en France, quelque chose qui est plus proche de l'expérience française, ça pourrait sembler similaire, mais il y a beaucoup de différences. Pour les jardins collectifs, on exige que l'association soit structurée, qu'il y a une personne morale, on impose des cahiers des charges à partir de la charte des mains vertes. Donc, la structuration, elle vient vraiment top-down. Là, on a beaucoup plus d'autonomie, on reconnaît une capacité d'autorégulation de la communauté et l'asilo Filangeri fait son travail aussi de façon ouverte et participative et identifie aussi plusieurs sujets qui font partie de cette communauté. On peut être des habitants, des participants temporaires ou des bénéficiaires. On voit ici se dessiner en fait une pluralité de communautés, au moins 2 communautés. Une communauté plus restreinte, la communauté qui est en relation directe avec les lieux, qui en fait aussi des lieux de production. Donc, le tabou d'un usage productif d'un lieu public tombe. On peut faire un usage collectif et productif aussi d'économie, mais il faut que l'accès reste une obligation majeure et l'accès est aussi bien au lieu, donc par la communauté des citoyens de Naples qui peuvent accéder et être spectateurs des activités représentées, des spectacles, des rencontres, des présentations, bien évidemment, mais on peut aussi proposer des activités, on devient aussi des participants, et il y a tout un processus qui met en place des passerelles pour pouvoir rentrer dans une relation plus étroite avec le bien, donc rentrer vraiment dans le gouvernement de l'espace, devenir donc des habitants, ou rester uniquement des participants temporaires, proposer une activité, développer une activité. Donc on voit un outil juridique
qui se met en place à partir d'un cas très spécifique, mais qui aura beaucoup de résonance en Italie et à l'étranger. Il y aura des projets européens qui mettront l'accent sur le caractère exemplaire de ce type de forme de gouvernement. Et il y aura en parallèle des chartes municipales qui se diffuseront à partir de 2014, qui prendront cette suggestion de l'expérience de Naples et la détourneront un peu parce qu'ils la penseront plutôt comme un outil plus général pour cadrer des biens municipaux. Et donc, il y aura un ensemble de règlements. En France, on les appelle souvent chartes. Chartes, dans l'imaginaire juridique, c'est quelque chose qu'on revendique et qu'on revendique par le bas. Dans ce cas-là, c'était une approche top-down. Ça se fait par les institutions, par les villes. Donc, on parle plutôt de règlements qui envisagent que des biens matériels, immatériels ou numériques qui appartiennent à la ville puissent être destinés à la participation des citoyens, qui sont appelés donc à partager avec l'administration la responsabilité de leur maintien et de leur ouverture à un usage public. Là, on va changer totalement le registre des arguments. On n'est plus dans une logique d'émancipation et de revendication, mais dans un registre de hyper-responsabilisation des citoyens qui sont appelés à intervenir là où l'action publique n'arrive plus à gérer des lieux, des espaces. On est dans les années de l'austérité, des budgets de plus en plus restreints pour les collectivités. Donc, oui, c'est ma dernière diapo. Il y aura un autre sur laquelle je dirai très peu de choses. Donc, c'est mon dernier argument. Je vous présente les faits. Après, on en tirera des conclusions ensemble. Donc, là, les municipalités s'engagent à prédisposer des listes des lieux et des biens qui sont ouverts donc à la participation citoyenne. Il y a des pactes de collaboration qui se mettent en place. Donc, c'est le cœur de l'outillage juridique pour gérer de façon participative ces lieux. Les citoyens actifs, ça c'est la dénomination utilisée, développent ces pactes avec l'administration dans le but d'arriver à mieux gérer un patrimoine qui est très souvent délaissé parce que les pouvoirs publics n'arrivent plus à le gérer. Il y a 134 villes qui approuvent des règlements pour la collaboration dans la gestion des biens communs urbains, avec un fort risque de standardisation. On voit des modèles qui sont très homogènes, qui sont approuvés un peu partout en Italie, qui parfois ne vivent pas parce qu'il n'y a pas de mouvements associatifs ou de mouvements sociaux qui s'emparent de cet outillage, mais quand même les outils sont là et ils pourront donner quelque chose, ça il faut le dire, des outils qui n'étaient pas là auparavant. Et donc même des municipalités qui voulaient ouvrir des espaces à la cogestion n'avaient pas les moyens juridiques et normatifs pour le faire. Il y a quand même un faible transfert des moyens sans pouvoir de décision vraiment déléguées aux citoyens qui restent très souvent des gestionnaires et qui s'occupent du maintien. Toutefois, il faut dire qu'il y a de plus en plus des adaptations, des évolutions locales où des municipalités avec un tissu associatif ou un tissu de mouvements sociaux plus engagés, plus forts, arrivent à proposer des modèles d'autonomie majeure. Et enfin, on a, mais je ne vous en parlerai pas particulièrement, c'est tout récent. Comment on revient? Voilà. On a des règlements qui se mettent en place à niveau régional. Ça, qui essaie donc, on voit un nouveau acteur qui intervient dans la question des communs, c'est les régions. Ce n'est pas anodin. En Italie, les régions, c'est quand même des acteurs qui ont beaucoup de moyens économiques, beaucoup plus que les municipalités. Et on a vu que l'intervention des régions dans la saison sur la démocratie participative en Italie a, dans les faits, déterminé une accélération dans les expériences. Donc, la région Latium, la même qui avait été très active dans les politiques de démocratie participative, intervient.
Tout ça, c'est en cours d'élaboration, mais la loi prédispose un ensemble des moyens économiques pour soutenir donc, des institutions communes pour gérer des lieux et des espaces et des terres agricoles également. Et il y a aussi une envie de soutenir des formes d'autogestion pour faire en sorte que des squats, des tiers-lieux, des terres occupées qui sont très présentes dans la région Latium, mais qui n'ont pas de couverture normative et juridique, puissent être de plus en plus protégées et puissent trouver une durabilité dans le temps. Donc ça, c'est pour les changements que le mouvement des biens communs a produit à niveau municipal, avec des résultats très inégaux entre des mouvements qui sont vraiment partis par les actions collectives, les actions citoyennes, en relation avec des municipalités éclairées et déjà plus orientées à déléguer et partager la souveraineté sur la décision sur certains espaces, leur destin et leur façon d'être utilisés, et d'autres plus standardisés qui rentrent plus dans ce registre de gouvernementalité, donc qui essaie d'encadrer ce type d'expérience dans un registre de responsabilisation des citoyens et aussi un grand risque de déresponsabilisation des institutions locales qui, par le biais des citoyens actifs, délaissent des grosses parties de leur patrimoine qui n'arrivent plus à gérer, bien évidemment, mais avec une espèce d'instrumentalité des biens communs, dans ce cas-là, au démantèlement de welfare state local. Donc, avec des éléments critiques à mettre en évidence. Merci. Bon, je vais considérablement résumer les réactions pour qu'on ait quand même quelques minutes pour discuter. Donc, je vais me contenter de réagir en 5 minutes, juste pour lancer le débat et non pas pour le terminer. La première chose, c'est que je retiendrai effectivement de ce qui vient d'être dit, que l'on a une difficulté dans la conceptualisation des biens communs, parce qu'il y a eu différentes formes de conceptualisation qui se sont succédées et qui nous emmènent dans des directions très différentes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut resituer les communs aussi dans une tentative qui est en train de se faire à travers une multiplicité de registres, de penser en dehors, au-delà du dualisme qui a structuré les débats économiques et politiques du XXe siècle, le dualisme entre État et marché. De ce point de vue-là, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, il me semble que dans la première conceptualisation des Common Pool Resources, il y a vraiment une inscription, et je vais faire le parallèle parce que je crois que c'est un peu la même chose qui se cherche dans ce que l'on appelle ici l'économie sociale et solidaire, mais ce que l'on appelle plutôt dans les pays anglo-saxons third sector. Dans les deux cas, la première théorie du third sector comme la première théorie des communs, on a vraiment une inscription dans le mainstream économique, et ce sont des approches purement économiques. On l'a dit tout à l'heure, des biens qui se définissent comme pouvant échapper au marché parce qu'ils ont certaines caractéristiques particulières liées à l'exclusivité et à la rivalité. Et donc on est bien dans un raisonnement dans lequel la solution normale, c'est le marché. Et dans certains cas, il peut y avoir une subsidiarité de l'État et il peut y avoir un tiers secteur résiduel qui est constitué par des communs pour partie. Donc là, on est vraiment dans le mainstream économique qui réfère le choix des communs ou du third secteur à des calculs d'intérêt et qui restreint les institutions à des questions d'efficacité et d'efficience. Donc on est vraiment dans une première phase, je crois, qui à la fois a ouvert des perspectives, mais qui présente des limites. C'est pour ça qu'il me semble que quand on arrive à une conceptualisation en termes de common property regimes,
on a quand même une évolution. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des éléments, ne serait-ce que sur la motivation, qui ne se rapportent pas seulement à l'intérêt individuel, qui peuvent inclure des formes d'appartenance. Et on a à ce moment-là des raisonnements, comme on va avoir du côté de l'économie sociale, c'est-à-dire qui vont spécifier l'originalité comme tenant au droit de propriété. C'est la simplification qu'on trouve dans la théorie de l'économie sociale, comme quoi l'économie sociale serait des organisations qui auraient un fonctionnement démocratique parce qu'elles ont une personne, une voix. Donc il y a une simplification excessive qui amène à confondre l'égalité formelle dans la propriété avec un fonctionnement démocratique. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les Common Property Regimes apportent des choses puisqu'ils décomposent la propriété en un bundle of rights, donc avec 8 propriétés qui vont permettre d'aller plus loin que ce que proposait par exemple l'économie sociale. Mais on reste, même si on est sorti du mainstream économique, on reste malgré tout dans une approche organisationnelle et qui est structurée par cette importance conférée à la propriété. Et je crois qu'on est rentré donc dans une autre forme de théorisation qui, alors là, a de diverses déclinaisons, mais qui semble se rassembler autour du fait que on déborde le cadre organisationnel. C'est-à-dire que quand on reprend les tensions avec instituants et instituées qui ont été mentionnées, on n'est plus simplement dans une organisation particulière, on est dans la confrontation d'une dynamique émergente avec un cadre institutionnel préexistant. Et je crois que là aussi, il y a des complémentarités qu'on peut trouver avec la théorie de l'économie solidaire. Par exemple, quand on reprend ce qui est l'arrimage dans une vision substantive de l'économie et non plus dans une vision simplement formelle, on est très proche des arguments féministes qui ont été cités, qui mettent l'accent sur comment est-ce qu'une partie de l'économie a été invisibilisée et comment le fait de réintégrer dans l'économie dite productive des fonctions reproductives ou des fonctions de provisioning change le regard que l'on peut avoir sur l'économie. Et donc on voit bien qu'on n'est plus dans une organisation particulière, on est dans un ensemble institutionnel. Et c'est pour ça qu'il me semble que toutes ces études ne situent pas les communs comme étant ni public ni privé, mais plutôt comme étant ce qui est du public non étatique. C'est-à-dire toutes les tentatives qui vont être faites dans le cadre de cette troisième conceptualisation ont tendance quand même à vouloir éclairer les processus concrets à travers lesquels se produisent des normes et des règles collectives qui effectivement ne viennent pas top-down, mais peuvent être l'émanation de la délibération et de la participation. Et c'est là qu'on rencontre effectivement beaucoup plus dans cette dernière génération des travaux sur le commun les préoccupations qui sont celles du GIS. Ce que je crois, c'est qu'il y a quelques dangers que l'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple le fait qu'il y aurait des chercheurs qui s'intéressent au commun et des chercheurs qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire, alors que pour moi fondamentalement ce sont les mêmes questions qui sont traitées. Donc je pense qu'il faut qu'on se méfie de notre capacité à créer des sous-disciplines et des cases différentes, parce que je crois que la recherche est du même ordre et que c'est tout à fait heuristique de croiser ce qui se fait dans le champ dit de l'économie sociale et solidaire et dans le champ dit des communs. Il me semble que ce qui peut aider aussi à resituer dans une perspective ouverte, c'est la manière dont on réinscrit ces phénomènes que l'on considère comme nouveaux dans l'histoire. Je reviens du Portugal, où en fait il y avait des communications qui se faisaient sur les baldios. Les baldios, ça occupe encore 8% des terres au Portugal, ça occupait beaucoup plus précédemment, et il s'agit de terrains qui n'ont pas de propriétaires et qui sont gérés par ceux qui habitent dans le voisinage de ces terrains. De la même façon, des communications brésiliennes mettaient l'accent sur comment en fait un certain nombre d'expériences qui ont lieu aujourd'hui dans le nord-est brésilien en termes de commun ou en termes d'économie solidaire ont lieu dans des espaces, dans des lieux qui ont été des lieux d'insurrection dans les siècles précédents. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mémoire
discontinue, hein, qui imprègne finalement un certain nombre d'expériences qui ont lieu aujourd'hui. Et je crois que plus généralement, c'est intéressant de relier ça à, je crois, un phénomène qui a été complètement dédaigné, hein, qui est le phénomène que l'on pourrait appeler dans la première partie du 19e siècle l'associationnisme, hein, c'est-à-dire comment finalement se sont constitués ce que l'on pourrait appeler, si l'on utilisait les terminologies d'aujourd'hui, des formes de commun, pour essayer de faire que les principes démocratiques de liberté et d'égalité puissent devenir concrets et puissent combattre les inégalités qui subsistaient. Hein, je crois que si on définit l'associationnisme de manière très générale comme ce mouvement qui s'est fait autour d'une solidarité démocratique qui émergeait à ce moment-là, on voit qu'il y a tout un ensemble d'expériences auxquelles on peut relier ce que l'on appelle aujourd'hui commun ou économie sociale et solidaire. Et ça nous amène aussi, je crois, à voir comment est-ce que l'on renoue, me semble-t-il, aussi avec finalement des débats qui avaient été un peu occultés par des partages qui allait aussi avec le dualisme marché-État, comme le partage entre réforme et révolution pendant le XXe siècle. Hein, c'est-à-dire que ce que l'on voit bien aussi qui se cherche dans ces démarches, c'est ce que l'on pourrait plus appeler des démarches de transition. Hein, c'est-à-dire que ce qui était intéressant, je crois, dans l'association pionnière, c'est aussi qu'elle s'appuyait sur des traditions et en même temps réinterpréter ces traditions dans un contexte nouveau de liberté et d'égalité. Et je crois que c'est proche de ce que l'on voit aujourd'hui dans un certain nombre de démarches des communs. Ça nous amène aussi, je crois, à remettre en cause cette séparation qui aussi a été très marquante dans le XXe siècle entre d'un côté ce qui serait de l'ordre de la protection et de l'autre côté ce qui serait de l'ordre de l'émancipation. C'est-à-dire que si on sort de communautés traditionnelles, de communautés héritées, et qu'on envisage ces collectifs comme des communautés qui se construisent, à ce moment-là, on voit que l'on peut relier, comme dirait Fraser, protection et émancipation, hein, et que l'on n'a plus à penser uniquement la protection, comme on l'a fait, par exemple, dans la social-démocratie européenne, en oubliant l'émancipation. Donc il me semble que ce qui vient d'être dit est tout à fait inspirant pour des démarches ouvertes, hein, qui me semblent aujourd'hui se multiplier, mais dont il serait souhaitable qu'elles s'interrogent et se complètent mutuellement pour essayer de penser justement cet au-delà de l'État et du marché. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation synoptique. C'est très intéressant qu'en Italie, même la législation commence d'être touchée par ces raisonnements et ces préoccupations. Je suis un peu dubitatif par rapport à l'évolution, à l'histoire que vous avez dessinée, parce que la désubstantivation et le détachement du commun, de l'argument économique, il est bien visible dans la succession de luttes que vous avez dessinées, mais peut-être si on ajoute une autre lutte qui est très importante en Italie, qui n'est pas aussi ample dans d'autres sociétés, la France comprise, on voit le retour de l'argument économique, et ça c'est la lutte pour l'occupation des maisons. Là, l'argument économique est toujours, et le problème de la manque des ressources est toujours là. C'est-à-dire il n'est pas du tout extrait de ce mouvement. Et même si on prend les cas de l'occupation, par exemple, des théâtres ou des cinémas, ils ont bénéficié de contributions de quelques personnes médiatiques bien installées dans le monde des hiérarchies artistiques, mais dans la plupart des cas, Théâtre Val et autres institutions que vous avez mentionnées, c'était quand même le corps collectif qui agit, qui était le protagoniste, et c'était le corps surtout des précaires. C'est-à-dire, encore une fois, le retour, le revers
de cette valorisation des activités culturelles que vous avez évoquées comme quelque chose qui sort à l'avant-scène du comment, à, comme le font, un background économique pas très heureux des acteurs. Alors justement, le cadre de l'occupation de maisons me semble très intéressant. Je voudrais bien avoir votre commentaire à ce propos, parce qu'il s'agit non plus de l'occupation de ce qui était dans le domaine public avant, c'est une intrusion sur le marché et une mise en question des rapports tout à fait commerciaux qui s'installent et qui menacent la sauvegarde de vie, la santé et la vie digne des individus. Alors, comment se règle ici votre schéma général par rapport au comment? Merci. Merci. Pas d'autres questions? C'est pas obligé, comme ça on peut terminer. Je pense qu'on est tous un peu fatigués. Non? Oui, oui. Oui, oui, et puis on peut conclure parce que de toute façon. Oui, oui. Je prends l'occasion de ces retours pour préciser certaines choses. Bien évidemment, la connexion avec l'économie solidaire. Et bien évidemment, j'ai fait un focus sur l'usage du droit parce que c'était un peu ce qu'on voulait développer et analyser pendant la science, mais bien évidemment, ces occupations et les interrogations liées au commun sont des interrogations aussi économiques et d'une autre façon de faire économie. Et donc, et même les acteurs, les municipalités et notamment la région Lazio font le lien dans leur propositions entre commun et économie solidaire. Les questionnements sont les mêmes et les concepts sont parfois très similaires. L'économie, la question économique est une question principale. En fait, un des risques de l'approche un peu plus top-down au commun, c'est justement évacuer cette dimension économique, de faire des communs des lieux où les bons citoyens, il y a ce registre qui est mobilisé dans certains de ces chartes, l'appel aux bons citoyens qui de façon volontaire s'occupent des choses publiques. Mais ça, c'est un risque qui existe, mais dans tout le mouvement des biens communs, la question des économies était prioritaire. Quand j'ai parlé des activités des travailleurs de l'art et du spectacle, ce n'était pas du tout pour mettre l'attention sur une activité non économique, mais au contraire, la revendication de ces sujets, il faut bien signaler qu'il y a qui étaient les sujets qui ont pris la parole dans cette saison. Après, c'est devenu beaucoup plus large. C'était beaucoup les précaires de la connaissance, les intermittents de l'art. D'ailleurs, on n'a pas de statut d'intermittent en Italie, comme vous l'avez en France. Donc, la question économique était une question centrale. C'est pour ça que ces mouvements, c'est des mouvements qui ne visent pas uniquement à remoduler, refaçonner l'espace public, les arènes délibératives. C'est des mouvements qui revendiquent une distribution différente des ressources, mais à travers des façons, des circuits économiques différents. Il y a tout un travail qui s'est mis en place de circuits de distribution des spectacles et des productions faites au sein de ces lieux-là. Et donc, on organise une autre façon de distribuer les économies en faisant appel à toute la tradition des économies sociales et solidaires. Sur la question donc, quand j'ai parlé des travailleurs de l'art, de la connaissance et beaucoup de précaires de la recherche, c'est parce qu'on les retrouve et il faut toujours parler des sujets qui activent un mouvement, parce qu'autrement, ils disparaissent complètement. Et donc, leurs revendications étaient des revendications économiques, mais des revendications d'une autre façon de faire des économies, une revendication des lieux aussi comme espace de production, parce que ces travailleurs, ils ont besoin d'espace pour produire leur propre économie. Donc, c'était aussi une revendication d'une relation directe avec des moyens de production, si on peut le dire de façon très traditionnelle, et aussi parce que
il capturait aussi la transformation économique. On est dans une phase, dans l'économie de la connaissance, de l'économie de l'information, et ce n'est pas anodin que c'est ces sujets qui ont pris le paravent dans ce mouvement. Sur la question de l'occupation des maisons, déjà, il y a eu beaucoup de relations du mouvement des biens communs sur la question du logement, qui est une question prioritaire en Italie, qui reste encore une question prioritaire. Je profite de votre question pour dire aussi qu'il y a toute une vague et toute une analyse sur la question de l'habitat qui est analysée dans le prisme des communs. Donc, au début, on analysait l'habitat comme commun uniquement quand on avait des habitats collectifs, donc on pouvait voir la communauté, la ressource, l'organisation. Maintenant, on est passé dans un mode d'analyse beaucoup plus large, c'est-à-dire les logements sociaux, ça devient aussi une façon d'aborder la possibilité de la ville de faire face à la gentrification et à la spéculation qui envahit de plus en plus le secteur immobilier. Donc, le logement social, ça pourrait être en commun, non pas parce qu'il est géré collectivement, pourquoi pas, il peut, on a énormément de travail sur, des travaux sur, et d'ouvrages sur l'habitat participatif en France, etc., etc. Mais ce n'est pas ça l'élément qui nous fait qualifier le logement, et notamment les logements sociaux, de commun. Mais le fait que c'est un stock de biens qu'une ville possède pour pouvoir loger les pauvres, pour pouvoir loger les gens qui sont défavorisés. Et ça, c'est des gens qui existent dans toutes les villes. Donc, les communs, c'est une façon, on l'a dit, de gouverner des biens, mais c'est aussi une façon de répondre à une dépossession, à une privatisation croissante. Donc, le logement peut se rattacher à la question des communs si on l'envisage comme le logement des gens démunis, des gens défavorisés qui sont de plus en plus expulsés dans la ville à travers des techniques différentes. Et on voit des techniques de plus en plus brutales pour expulser les gens de la ville. Maintenant, on n'est même plus dans ce registre de gentrification. On est clairement dans la financiarisation du secteur immobilier. Des immeubles entiers, je suis maintenant aux États-Unis et je m'occupe de cette question, on voit des immeubles entiers qui sont complètement vides parce que on les prend, des fonds d'investissement, les achats de ces biens, non pas pour les utiliser, mais pour en faire des assets dans leur patrimoine. Donc, on n'est même pas dans l'usage des espaces urbains, on est dans l'utilisation purement financière de ces usages. Donc là, il y a tout un questionnement sur comment on utilise les espaces de la ville pour faire en sorte que la ville reste équitable et reste un lieu de mixité où on puisse avoir le droit d'exister, même si on ne peut pas se permettre de payer un loyer énorme. Donc, la question des communs intervient sur des sujets et sur des économies, toujours. Autrement, ça sera vraiment la paradoxe des communs qui devient une façon de délaisser à un groupe de citoyens, à des bons citoyens, le maintien d'un jardin plutôt que d'un espace délaissé. Ce n'est pas ça l'intérêt des communs. C'est parce qu'ils sollicitent des économies et des économies qui ont été distribuées de façon alternative, différente. Non, c'est pas grave. Bonsoir, désolé. Question d'un néophyte. J'ai peut-être mal suivi votre propos, mais il m'a semblé que finalement, c'était essentiellement des biens publics détenus par les titres de propriété publique qui étaient destinés à devenir des biens communs. Est-ce que vous avez des exemples de titres de propriété privée qui étaient transformés en biens communs? Parce que là, j'entends que ce sont éventuellement des logements sociaux, ce sont éventuellement d'autres types de biens qui sont transformés en biens communs. Est-ce que, voilà, vous avez compris ma question, j'imagine. Bon, on va prendre celle-ci, puis on arrête après.
C'est pour l'enregistrement, en fait. Non, non, je vous en prie. C'est juste qu'il me semble qu'il y a deux approches qui sont un peu différentes. C'est-à-dire la gestion le travail sur les biens communs par rapport à des niches, un peu par-ci par-là, ou par rapport à des parties de population délaissées. Et ça, peut-être une première marche pour travailler sur ce qui vient d'être dit tout à l'heure et qui me paraît quand même beaucoup plus important à regarder maintenant, surtout avec les crises qu'on a actuellement, c'est-à-dire commencer à construire l'au-delà de l'État et du marché. Par exemple, en Italie, le cas de ce référendum sur l'eau, l'eau aurait pu être considérée comme étant un bien commun et gérée de manière un bien commun au niveau national en dehors du système de l'État et du privé. C'est-à-dire véritablement commencer à considérer que les biens fondamentaux, aussi bien les biens que les services fondamentaux pour que des êtres humains puissent vivre dans la dignité, fassent partie effectivement de la stratégie de mise en place des communs, puisque dans les faits, c'est ça qui devrait être des communs. Le capitalisme systémique qu'il y a actuellement est très content finalement de pouvoir délaisser un certain nombre de choses qui les gênent et que ce soit géré en commun. D'ailleurs, à la limite, ça les arrange, ça ne les dérange pas beaucoup. Donc, en même temps, ça peut permettre, comme vous l'avez dit, de commencer à créer des outils qui peuvent permettre de faire qu'on étende ça sur beaucoup plus de choses fondamentales et importantes. Et c'est cette deuxième marche-là qui me paraît fondamentale. Merci de la question parce qu'effectivement, dans la définition conceptuelle des biens communs, on considère que quelque chose est commun parce qu'il doit être affecté à l'usage collectif et à l'accès collectif. Donc justement, on parle beaucoup des droits fondamentaux. Pourquoi des choses devraient être protégées du marché et donc protégées aussi de la propriété privée et rentrer dans une sorte de réserve collective, parce qu'ils ont un attachement particulier au développement de la personne, aux droits fondamentaux de la personne. Donc ça, c'est l'optique qui nous permet d'identifier des communs. Communs, selon la définition de Stefano Rodotà, de la commission Rodotà, et une définition qu'on voit de plus en plus évoluer à niveau global aussi aux États-Unis en reprenant les théories de McPherson, c'est quelque chose qui permet à l'individu et à la collectivité d'avoir une vie et un développement digne. Une fois qu'on a identifié des biens de cette sorte, qu'ils soient publics ou privés, on devrait les protéger du marché. Pour les protéger du marché, dans la modernité, la solution était la solution publique, mais on a vu beaucoup que la solution publique n'est pas toujours la meilleure pour préserver ce type de biens, et on a vu émerger toute une vague de pensées à partir d'Ostrom et d'autres qui révalorisent la possibilité des collectivités plus ou moins localisées, d'échelles plus ou moins différentes, de prendre en charge directement ces ressources et de le faire avec une gouvernance collective. Mais la façon de les identifier, donc, elle reste l'ancrage à la dignité de la personne et à son développement. Et après, on peut imaginer des niveaux de gouvernance différents. Sur l'eau, par exemple, la mairie de Naples a été la première à remunicipaliser l'eau et à mettre en place une institution qui a eu beaucoup de problèmes, mais qui s'appelait Eau bien commun et qui justement essayait d'abord de clarifier que l'eau était publique. L'eau et aussi le réseau de distribution devait être public parce que parfois on confond la ressource et le réseau de distribution et intégrer de plus en plus d'instances participatives au sein de cette institution. Pourquoi? La participation de plus en plus dans le prisme des biens communs devient un outil de garantie de contrôle social. Donc, le public ne suffit plus pour garantir que ces biens soient effectivement affectés à la personne et à la collectivité. La participation intervient à différentes échelles, soit dans une gestion, je préfère dire gouvernement direct, parce que des communautés sont en mesure de prendre en charge des ressources directement et de les mettre à disposition de la collectivité et aussi en laissant l'accès ouvert à d'autres, ou sur des échelles différentes, sur des instances
participative plus restreinte, en mode de contrôle social. Sous les biens privés, dans le mouvement des biens communs en Italie, il y a des espaces privés qui ont été occupés. Il ne faut pas là se mentir, le passage entre public et commun est difficile mais possible. Le passage entre privé et commun est beaucoup plus problématique. Il y a un exemple très important à Rome d'un cinéma privé qui a été occupé au moment où la propriété voulait le transformer en casino dans un quartier très problématique où il y a beaucoup de trafic de drogue. On avait les preuves qu'il y avait des infiltrations criminelles dans l'organisation de ce casino. L'occupation s'est faite. Il y a un énorme consensus autour de cette occupation, qui est une occupation magnifique, faite par un collectif très large, etc., etc. Le préfet de Rome protège cette occupation parce qu'il ne sait pas comment il pourrait gérer un casino dans cet endroit très problématique de la ville, mais on n'arrive pas à débloquer le tabou de la propriété privée qui reste, qui en Italie est beaucoup moins forte qu'en France. Là, c'est vraiment la France qui a sanctuarisé la propriété privée, mais même en Italie où on a une vision de la propriété privée fonctionnalisée, inscrite dans une fonction sociale, même là, la propriété privée est plus rigide. Par là, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas concevoir des biens privés en tant que commun. On peut le faire. On peut le faire soit parce que le propriétaire est d'accord, donc on voit de plus en plus des pratiques de communalisation des biens privés, des gens qui sont propriétaires et qui mettent à disposition leurs biens d'une collectivité, mais on le voit aussi dans des pratiques de sharing, etc., etc. Ça se fait de plus en plus, donc ça c'est déjà valorisé. Quand le titulaire et le propriétaire n'est pas d'accord, là, il faut faire bouger les lignes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail a été fait parce qu'il y a des arrêts de justice qui sont favorables, il y a des discussions qui se font, mais le passage entre privé et commun est globalement plus difficile du passage entre public et commun parce que là, le discours, l'appareillage juridique, le consensus général est plus fort. J'espère d'avoir répondu à vos questions. Merci. Bon, ben je remercie beaucoup Daniela et Jean-Louis pour et donc bon, je vous remercie maintenant qu'on m'entend beaucoup pour c'était extrêmement intéressant et ça fait vraiment partie des orientations du GIST aussi d'interpeller les questions de participation à partir d'autres points de vue justement et d'élargir et de ne pas s'enfermer dans une définition de la participation qui n'irait pas regarder justement et donc à travers l'idée d'expérimentation, c'est bien ça qu'on cherche. C'est ce que Daniela, tu as décrit. Voilà, c'est tout à fait dans le cadre de ces expérimentations démocratiques qu'on cherche à saisir. Donc on se retrouve demain matin, 9h30, pour le prix de la recherche participative, où il y aura les 4 lauréats du prix qui exposeront leurs travaux. À demain, merci.